Merci à tous d'être là pour nous voir aujourd'hui, enfin pour nous regarder, nous écouter aujourd'hui et découvrir ensemble la maison du lac de Grandlieu et le lac de Grandlieu La avec maison du lac de Audrey, Bonsoir. qui m'accompagnera durant cette Heure et demie. heure et demie. On va essayer de Je vais passer, rattraper. on va faire au mieux en tout cas. On vous prévient, il y aura peut-être des variations de connexion tout au long de cette émission puisque nous allons passer à l'intérieur et à l'intérieur, il y a un peu moins de connexion. Ne vous inquiétez pas, si vous nous perdez, on reviendra peu de temps après quand on repassera dehors. En tout cas, voilà, on fera au mieux. Mais en tout cas, on est très, très heureux d'être là aujourd'hui. On rappelle peut-être que le lac de Grandlieu, c'est un lieu qui appartient donc au département de Loire-Atlantique et qui est aussi géré par le Conservatoire du littoral, si je ne dis pas de bêtises. Alors, le lac, oui, propriétaire conservatoire du littoral, mais on est sur la partie ici réserve naturelle nationale gérée par la Société nationale de protection de la nature, donc via Adréal, via un organisme d'État. Le point de vue sur le lac, le pavillon, appartient au Conservatoire du littoral et est géré par le département de Loire-Atlantique. Donc, un petit topo sur la maison du lac de Grandlieu s'impose. Donc, la maison du lac de Grandlieu, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de visite dédié au lac de Grandlieu, comme son nom l'indique. C'est aussi un centre de sensibilisation à la préservation des espaces naturels et des milieux humides. Donc, c'est un équipement du département, mais géré par Loire-Atlantique Développement. Cette maison du lac qui est située à Bouaille, ou Bouaye pour les locaux, je ne veux fâcher personne, située à 20 minutes au sud-est de Nantes, en direction de Pornic-Noirmoutier. Sortez Bouaille Centre. Maintenant, là, tout le monde nous localise à peu près bien, je pense. Ouais, je pense quand même. C'est ça. Commence à avoir une petite réputation. Et ben aujourd'hui, du coup, on va avec Audrey, qui est donc médiatrice à la Maison du Lac de Grandlieu. On va découvrir ensemble la partie exposition. Donc, c'est la partie peut-être où vous nous verrez moins, vous entendrez moins. On fera au mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, on sortira. Mais du coup, qui est une partie exposition qui présente donc le lac, mais aussi, en fait, il y a aussi un peu de la biodiversité, tout ce qui entoure Oui, le lac, tout ce qu'il y a autour du lac finalement aussi, mais pas que. non, pas que. La maison du lac de Grandlieu, c'est une visite en 3 étapes avec le centre d'exposition ici aussi, qui est un centre de séminaires, conférences également. Et puis une partie sentier qu'on va déambuler sur 1 kilomètre à peu près, jusque le point de vue sur le lac de Grandlieu. Donc la 3e étape à l'ancien pavillon du parfumeur Guerlain. Voilà. Donc on va commencer par cette première étape. Donc, nous sommes à l'entrée. Nous allons donc rentrer à l'intérieur du lieu. Suivez-nous. Ça a bougé. Oui. Ah oui, c'est vrai. Voir si tout le monde voit bien ou entend ici pour voir le lac. Donc ici, c'est une carte vue du ciel du Oui. lac de Grandlieu. Donc le lac de Grandlieu, c'est un des plus grands lacs de plaine français naturels en hiver. Il triple de surface pendant l'hiver et puis il rétrécit pendant l'été. Là, on peut le voir à sa surface maximale pour se rendre un peu mieux compte. 6300 hectares ou 63 km² ou 14 000 terrains de foot pour les experts. Donc, on voit d'ailleurs les zones inondées avec les parcelles de prairies, là, les formes géométriques. Et donc, il y a très peu de points de vue sur le lac, puisque comme c'est un lac de plaine, il y a beaucoup de propriétés privées, de la végétation. C'est pas comme un lac de montagne, un lac d'altitude où on peut vraiment percevoir les contours. Donc, il se veut plus discret, plus caché. Donc, il se mérite un peu plus, ce lac, pour le voir. Donc, un petit repère ici sur la carte. On a ce petit symbole-là qui arrive là au niveau du centre d'accueil, le centre d'exposition, c'est nous là. On est là. Vous êtes ici. Et voici le sentier pédagogique là qu'on va parcourir tout à l'heure, donc les 1 kilomètre, pour arriver au pavillon Guerlain, donc le point de vue sur le lac, qui fait partie de la maison du lac de Grandlieu. Donc ici, en hiver, il a les pieds dans l'eau. C'est quasiment une maison sur pilotis. Donc on va avoir, vous verrez tout à l'heure, pour vous rendre compte, on aura vu sur ce canal du large, je vous dis canal Guerlain, qui paraît immense vu de la terrasse.
et qui est tout petit ici par rapport à l'immensité du lac avec ses différents milieux. On a 11 communes autour du lac, donc c'est pas rien. Donc Boueil au nord, Saint-Marc-de-Coutais, Saint-Lumine-de-Coutais, qui est un autre point de vue sur le lac aussi. À l'ouest et puis plus au sud, on a Saint-Philbert de Grandlieu, le village des pêcheurs professionnels. Donc il y a plusieurs activités sur ce lac. Le village de Passay ici avec les ports d'hiver et d'été. Et puis Saint-Aignan de Grandlieu où on a encore un autre point de vue sur le lac. Donc deux réserves naturelles, la réserve naturelle nationale qui occupe la majorité, donc les 2300 hectares, et une autre partie réserve là sur la partie de Passay avec un observatoire aussi ornithologique sur la réserve naturelle régionale qui fait 660 hectares. Donc comme il est en réserve et qu'il y a des clauses un peu particulières, la navigation il est interdite. Donc il n'y a pas de loisirs nautiques, il y a uniquement les professionnels qui y accèdent, donc les gestionnaires des réserves et puis les pêcheurs professionnels qui peuvent continuer d'exercer. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure au pavillon. Il y a juste une fois dans l'année où on peut aller sur le lac. Alors, même deux fois, et presque trois, si que j'oublie personne, que je veux toujours fâcher personne. Donc, en hiver, pendant la journée mondiale des zones humides, donc le dernier week-end de janvier, généralement, les gestionnaires des réserves, les pêcheurs professionnels emmènent des gens sur le lac tout le samedi après-midi, que je ne dise pas de bêtises. Il y a aussi, bon maintenant c'est passé, mais pendant la fête des pêcheurs de Passay, la Chevrolière, au 15 août, vous pouvez aussi aller sur le lac. Et aussi, il y a avec la réserve naturelle régionale, la fête à Saint-Aignan de Grandlieu aussi durant l'été qui permet aussi de voir un peu le lac. Donc voilà les événements ponctuels pendant lesquels vous pouvez naviguer sur le lac en compagnie des professionnels. Alors, si mon micro est allumé, donc je ne sais pas. Voilà, je pense que là, on va mieux m'entendre. Très bien. Et du coup, alors cet espace ici dans lequel on est, c'est un espace qui est accessible à tous. Donc, si vous passez dans le coin, mais que vous n'avez pas forcément envie de faire la visite entière, vous pouvez tout de même venir ici. Et il y a plein de petites informations sur tout le monde qui est derrière nous, pardon. Et aussi, voilà, dans tout l'espace. Donc, vous pouvez quand même, d'une certaine manière, découvrir le lac sans pour autant aller jusqu'au bout, quoi. Tout à fait. Ici, on peut. Cet espace-là a été repensé l'année dernière puisqu'on a refait la muséographie du centre d'exposition et du pavillon. C'est très beau d'ailleurs. Pour accueillir le plus grand nombre et aussi pour donner des informations ici sans particulièrement prendre un billet de visite. Donc déjà découvrir le lac, les différents acteurs, quelles actions sont menées sur les réserves par la réserve naturelle régionale, la réserve naturelle nationale, le conservatoire du littoral avec un écran tactile ici, les différents sites du département, les espaces naturels sensibles. Également, vous allez pouvoir découvrir les fenêtres, donc ces points de vue particuliers sur le lac de Grandlieu et les différents sites qui permettent de le voir. Donc, on est ici, bien sûr, pour vous renseigner avec une jolie petite boutique, avec bien sûr plein de souvenirs sur le lac, de la littérature locale et thématique qui concerne la faune, la flore et les milieux humides. Elle s'est fait un petit selfie dans le... C'est bien de te voir aussi. Donc Claire, qui s'est fait un petit selfie pour l'occasion, qui est là pour tout filmer. En tout cas, la collègue chargée d'accueil, ce sera un plaisir de vous renseigner si vous passez par ici. Donc, je vais vous emmener dans le centre d'exposition. Donc, n'hésitez pas aussi à dire si vous m'entendez toujours ou pas. Oui, normalement, c'est bon. Donc là, on va peut-être passer dans un espace où... Oui, tout a été repensé donc, pour présenter le lac de Grandlieu, les milieux humides du département et les milieux humides du monde et sensibiliser aux grands enjeux environnementaux qui concernent les zones humides. Donc, on a un premier sas d'introduction où je vais peut-être me taire, juste écouter l'ambiance. Avec les bruits du lac, les différentes saisons. Donc, cette première partie introductive qui va présenter le lac, un lac pas comme les autres, comme je vous disais, qui respire, qui est large en hiver et puis plus petit en été, avec sa végétation, sa faune, sa flore, qui change au gré des saisons. Donc, c'est un lac de plaine de faible profondeur,
Hein, souvent, on dit oh, j'aimerais bien plonger une petite tête dedans, mais on va plonger que la tête, justement. Ça fait combien de profondeur à peu près? Il y a 70 cm de profondeur en moyenne en été et 2 mètres seulement en hiver. Donc voilà, on a des belles images du lac en hiver juste derrière nous, par exemple, pour les saisons. Donc ici, c'est vraiment la présentation du lac de Grandlieu sur cette partie-là, avec différents médias. L'exposition se veut vraiment le plus inclusive et pédagogique possible, avec différents niveaux de lecture, des informations pour les publics non lecteurs également, des médias sous forme de vidéos, des choses à toucher, à lire, à découvrir. Là, ici, on est sur une carte, une partie du département de Loire-Atlantique où on peut voir le relief et notamment sensibiliser à la problématique de la montée des eaux. Et vous voyez, toute la partie en bleu, notamment en Noirmoutier, etc., risque d'être envahie par l'eau avec la montée du niveau de la mer. Voilà, ça, c'est tout le littoral aujourd'hui. Donc là, avec toutes les villes du littoral qui seraient de Vendée. Et là, on est vraiment sur le plat pays, la Loire-Atlantique, avec le lac de Grandlieu qui est autour entre 0 et cette première couche, c'est entre 0 et 5 mètres d'altitude. Donc, on a un pic qui est à 47 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très, très bas. Donc, il y a plusieurs, voilà, cette petite carte qui est animée pour comprendre un peu comment le lac est alimenté par les différents cours d'eau, les changements de niveau d'eau au cours des saisons. Et puis, il y a d'autres vidéos sur les aménagements qui ont eu lieu au cours des derniers siècles. Parce que le lac de Grandlieu fait partie donc d'un bassin versant alimenté par la Boulogne au sud, du côté de Saint-Philbert de Grandlieu, et l'Oignon à l'est, du côté de Port-Saint-Père et de Saint-Étienne. Voilà. Alors, et ça, du coup, juste par curiosité, ce serait, si avec la montée des eaux, ce serait dans combien de temps à peu près? Plusieurs siècles? On ne parle plus tellement de siècles là actuellement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la montée du niveau de la mer assez important. On parle de 2030, 2050, donc on ne parle pas. Oui, donc avec l'érosion. C'est un risque qui arrive demain sur la montée des eaux, c'est proche quand même. Beaucoup de villes. Oui, ça fait beaucoup de villes du littoral qui sont. Ça fera une nouvelle économie pour celles qui sont là. Non, mais il y a déjà des travaux qui sont faits, repensés. En tout cas, maison là pour le bord de la mer. Si vous savez pas où acheter. Sur la partie Vendée, pour l'île de Noirmoutier, des aménagements sont en cours pour réfléchir justement à cette évolution du niveau de la mer. Tout à fait. Et puis, vous avez une partie donc plus dédiée à la biodiversité, la faune et la flore du lac, avec cette fresque à biodiversité, avec toutes les espèces, des longues vues, pour découvrir ces animaux qui se cachent. Voilà la loutre qui est présente sur le lac, la loutre d'Europe. Son lot d'espèces exotiques envahissantes, les écrevisses de Louisiane. Alors, plusieurs informations, parce qu'elles causent du dégât sur la végétation aquatique, et en même temps, c'est une ressource alimentaire de nombreux oiseaux, dont les spatules blanches, qui ont vraiment vu leur population multipliée par 10 entre 2000 et 2019, grâce à cette ressource alimentaire. Mais aussi, elle pose aussi quand même d'autres problèmes sur la végétation aquatique, puisqu'elle consomme les nénuphars. Donc, cette partie-là, plus biodiversité, habitat, partie géologie, un peu plus. Et puis, un petit clin d'œil sur le fait qu'on ne puisse pas spécialement naviguer sur le lac. Donc, vous avez l'occasion de prendre votre barque et de découvrir les différents milieux. Et en vous promenant, vous allez passer, voilà. Ici, on est sur les prairies humides, alors en hiver, avec voilà, des zones d'intérêt. On découvre des petites informations, creuse du fion, des poissons. Il y a de l'anguille aussi sur le lac. La version été, ces prairies inondables. Voilà, ce sont des photos qui ont été prises au même endroit. Et puis, on se déplace. On va dans les roselières boisées, sur les saulaies, donc avec les roseaux communs, et puis les saules roux, les saules blancs. Donc, version été-hiver, avec pareil, toujours des points d'intérêt. C'est la pouponnière des grands échassiers, notamment. Et puis, on se promène comme ça, tout le long du lac, sur les herbiers flottants de nénuphars, donc qui sont consommés par les écrevisses de Louisiane, donc, mais aussi c'est un habitat très important pour la guifette moustaque, par exemple, qui est une petite sterne, une petite mouette, selon les connaissances ornithologiques que le public a présentement.
Donc, l'herbier nénuphar est un des plus grands d'Europe avec 1500 hectares ou 15 km². Et il y a près de 30% jusqu'à la moitié de la population française de Guifen-Moussac qui s'est répartie entre la Grande Brière et Grandlieu pour nicher sur ces nénuphars à la fin du printemps et au début de l'été. Grande Brière qui est La Grande Brière, qui est un autre site d'intérêt international, les sites Natura 2000, une zone humide importante en Loire-Atlantique, qui se trouve cette fois-ci Nord-Loire. Donc, je vais pouvoir vous la présenter sur la carte tout à l'heure quand on verra les différentes zones humides du département. Donc, cette partie biodiversité, comme je disais, tous les niveaux de lecture, parce que là, on a des petits dessins d'animation qui présentent les différentes interactions selon la saison, entre espèces. Par exemple, un petit dessin d'animation, soit en hiver, soit la nuit en été, avec la présence des sangliers sur les prairies, et puis les différentes espèces qu'on va pouvoir retrouver près du lac, autour du lac et sur le lac. Donc assez lent pour qu'on puisse le lire, et puis aussi assez explicite pour que des enfants qui ne lisent pas puissent le comprendre. Cette préservation aussi, le fait que l'être humain ne puisse pas aller sur le lac, ne puisse pas. Enfin voilà, c'est limité, les pêcheurs peuvent quand même pêcher, voilà, et limité en quota, j'imagine. Il y a aussi un quota. L'anguille, la pêche à l'anguille est réglementée. Ouais. Il y a des saisons et c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, les pêcheurs professionnels vivaient de cette pêche à l'anguille, et ils étaient une centaine au début du XXe siècle. Ils sont plus que 7 aujourd'hui, c'est bien qu'ils ont de plus en plus de mal à vivre de cette pêche, puisque la ressource disparaît également. D'accord. Mais il y a 2 facteurs. Il y a l'effet de disparition de l'habitat de l'anguille, puisque le lac de Grandlieu fait partie vraiment des sites clés pour cette espèce, pour la croissance. Les civelles arrivent, grandissent pendant plusieurs années, jusqu'à 20 ans, avant de repartir de nouveau en mer, vers la mer des Sargasses, pour se reproduire. Il y avait du sang, il y avait beaucoup de poissons carnassiers, brochets, dans des eaux transparentes, dites oligotrophes, donc avec peu d'éléments nutritifs, comme nitrate et phosphate. Et au cours des dernières décennies, l'enrichissement en azote et phosphore, nitrate et phosphate, notamment par nos usages, font que le lac est devenu plus trouble, plus vert, riche en algues. Donc, les cortèges piscicoles changent. Donc, on a des poissons blancs avec des gardons, des brèmes, des carpes communes, et les carnassiers qui disparaissent avec la dégradation de ce milieu. Donc, voilà, beaucoup de choses, on en reparlera plus tard, mais le fait que le lac verdisse fait qu'on perd certaines espèces, et d'autres se développent. Donc malgré le fait qu'il est protégé, en fait, les effets nocifs de l'homme, historiquement ont encore, du coup, encore des oui, effets et encore aujourd'hui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que il y a un chercheur qui avait dit très justement que la mise en réserve naturelle a le même effet qu'un pansement ou un aspirine contre un cancer. Une réserve naturelle n'est pas fermée du monde extérieur. Le lac de Grandlieu, vous l'avez vu sur le bassin versant, c'est un peu comme une baignoire, c'est la bombe de la baignoire. Donc toute l'eau qui tombe, toutes les gouttes d'eau qui tombent ou qui ruissellent sur cette baignoire arrivent à Grandlieu. Donc les rivières aujourd'hui, qui sont sur un bassin essentiellement agricole, contenu entre Nantes Métropole et La Roche-sur-Yon, voilà, avec son lot d'habitations et d'urbanisation et d'activités aussi plus ou moins intensives, font que la pollution de l'eau et le ruissellement arrivent jusqu'ici. Donc le problème, en fait, il faudrait aller régler le problème à la source, plutôt que finalement juste... Sur Grandlieu, oui. La mise en réserve suffit pas. Il faut faire de la médiation sur tout le bassin versant. Et là, c'est le rôle. Donc, les réserves le font en partenariat avec notamment le syndicat Grandlieu Estuaire, donc qui s'occupe de l'animation du site Natura 2000 de Grandlieu, et qui sensibilise, aide aussi les agriculteurs à avoir des mesures plus favorables pour l'environnement et limiter le problème d'intrants, soit en usage, soit en utilisant des zones humides tampons, par exemple, pour éviter le déversement, filtrer l'eau et éviter que les eaux chargées en nitrate, dues aux déjections animales, par exemple,
arrivent jusqu'aux rivières et aux lacs. D'accord. C'est un exemple. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et les communes travaillent beaucoup sur la réduction de produits phytosanitaires, sur la réduction de ces usages, etc. Donc, mais ça reste encore insuffisant. Donc, vous avez deux autres parties. Voilà. Donc, un film manifeste, on entend parler. J'espère que ça ne gêne pas trop. Non, je ne pense pas parce que nos micros sont... Donc, justement, qui parle de ces grands enjeux sont la pollution de l'eau, dit l'eutrophisation, et puis le réchauffement climatique, qui va accentuer cet effet-là, avec la problématique évidemment des espèces exotiques envahissantes. Parce que Grandlieu Je ne sais pas si tu vas voir grand-chose, Clara. Je ne sais pas si ça, oui, ça passe peut-être pas très bien. Donc, vous avez le témoignage de Jean-Marc Gillier, qui est le directeur de la réserve naturelle, qui travaille à la SNPN, la Société nationale de protection de la nature. Également Valérie Masson-Delmotte, qui était jusqu'en 2023 coprésidente du GIEC. Et puis aussi Laurent Godet, qui est chercheur au CNRS, qui intervient dans ce film manifeste pour sensibiliser au fait que Grandlieu est un lieu magnifique, riche en biodiversité, mais fragile, et comment on peut agir pour le préserver à toutes les échelles. Cette expo passe par une partie jardin. Bon, là, malheureusement, il n'a plus, mais c'est pas grave. Ah oui, la dernière fois qu'on est venu, il n'y avait pas autant de végétation, c'est impressionnant. Ça sent le fenouil, alors vous n'avez pas l'odeur, mais... Oui, bon, on ne peut pas transmettre l'odeur, mais ça sent vachement le fenouil, ouais. Parce qu'il y a une plante en particulier. C'est ça, bah, elle est là, le fenouil. C'est du fenouil. C'est vrai, c'est marrant. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez fait pousser du fenouil c'est la conception de ce petit bassin dans la nouvelle muséographie, parce que l'idée, c'est parce qu'on parle beaucoup d'eau et du lac de Grandlieu, des niveaux d'eau, de la végétation, de la biodiversité, mais le lac, il est à 1 kilomètre d'ici, donc ça permet de parler, voilà, c'est notre mini lac de Grandlieu ici, donc un petit bassin fermé, alimenté par les eaux de pluie. Donc, quand il pleut, il se remplit. Quand il pleut pas, il diminue, comme le lac. Et la météo, on va dire, depuis l'hiver dernier, fait qu'il s'est beaucoup rempli. s'est bien rempli et que la végétation, surtout, a explosé tout autour. C'est vrai que... Puisqu'il a été fait que l'hiver dernier. Donc, je me souviens que quand on est venu, c'était... je sais plus si c'était en mai, quelque chose comme ça. En juin. En juin, c'est ça. Et il n'y avait pas autant... Là, c'est hyper surprenant de voir la différence entre les deux. C'est impressionnant, quoi. La pluie et la chaleur a fait exploser la végétation. Et puis, il a déjà été colonisé par des grenouilles vertes, par des libellules, quelques insectes aquatiques. En combien de temps, à peu près, du coup, ça a permis... Très rapidement, en fait. Parce que le bassin a été fait en hiver. Dès le printemps, on a vu des limnés arriver aussi. Et puis l'été, on a vu les libellules qui étaient là pour pondre. Et les grenouilles chanter, en fait, grenouilles vertes. Mais là, on ne les entend pas. Non, là, il fait pas non. Et il n'y a pas de moustiques. Et il n'y a pas de moustiques. Alors là, il n'y en a pas eu beaucoup cette année non plus. Si, si quand même. Non, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a eu... Enfin, il y a des années, il y en a plus. Oui, c'est vrai. Et... à Brexit, il y en a eu énormément. Mais sur Angers, aucun. C'est vrai. Nous, c'est toujours pareil. C'est plus dans les boisements qu'on les retrouve que près du lac ou près du petit point d'eau qui est ici du bassin. Parce que dans le lac ou ici dans le bassin, il y a des prédateurs, il y a d'autres insectes qui les consomment. Les larves de libellules les consomment. Des poissons vont les consommer, pas ici, mais dans le lac de Grandlieu. Les oiseaux, les chauves-souris. Là, on a des abris pour pas mal Enfin, c'est un abri naturel, on va dire, les chauves-souris. On a notamment la pipistrelle commune qui niche qui loge dans le bardage du bâtiment. C'est assez impressionnant. Et qui vient chasser les moustiques. Qui vient chasser les moustiques, entre autres, et les petits papillons de nuit. Mais c'est vrai que là, c'est bon à savoir si vous avez des mares ou si vous souhaitez mettre une mare, ça ne va pas spécialement être un nid à moustiques, parce que vous aurez des prédateurs contre les moustiques. Donc, ça sera en dessous d'un seuil de nuisibilité, de nuisance, on va dire. Ce qui pose problème, c'est les coupelles, les pots d'eau, les arrosoirs, les bâches en plastique où il n'y a aucun prédateur dedans et les larves de moustiques se développent très, très rapidement, voilà, en quelques semaines, quelques jours. C'est assez rapide. S'il fait chaud et humide, ça se développe très rapidement. Donc, une petite mare avec de la biodiversité, il n'y a pas de raison. Et tout va bien. Il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes de moustiques.
C'était Voilà. le tuto du jour. C'était le tuto mar. Mais très bonne question. Mais en tout cas, oui. Et donc, du coup, vous faites aussi des animations ici. Oui, parce que à la Maison du Lac, nous accueillons différents publics, des scolaires, de la moyenne section jusqu'au master 2, et puis public décideur, public et privé, c'est-à-dire collectivités, élus, et puis entreprises, et le grand public, un grand public qui est essentiellement familial, auquel on propose des activités toutes adaptées à leurs demandes ou leurs besoins ou leurs envies. Et effectivement, le jardin est un lieu d'expérimentation Alors, sympa pour les enfants. c'est vrai qu'on était censé faire cette émission avant l'été, donc on aurait pu pour parler aussi notamment des animations que vous faites tout l'été. Mmh. L'hiver, il se passe quoi? Il y a encore des choses? Tout à fait, là pour l'automne, on propose encore pas mal de choses. Sur 2 week-ends notamment, je pense, celui du 14 septembre, le samedi, on propose, Donc, la semaine prochaine. la semaine prochaine, voilà, une visite, un peu, spéciale, décontractée, cool, inclusive, qui, permet, qui se veut, à, vraiment, pour les personnes porteuses de handicap qui peuvent venir. L'idée, c'est de prendre son temps. Voilà, ils peuvent arriver entre 9h30 et 10h30, et 10h30, voilà, et venir, et on leur verra quand elles sont là. Et voilà, c'est pour tous et toutes, et c'est un moment de voilà, l'idée, c'est de prendre son temps et de venir découvrir le site, parce qu'on a encore de belles observations à voir, vous le verrez tout à l'heure, même Oui. s'il pleut, vous verrez de belles Oui, c'est pas la observations. pluie qui va nous arrêter, hein, de toute façon. Et puis, après, pour les ados, 2 semaines après, on a 3 semaines après, je dis pas de bêtises, j'ai perdu ma date, je me suis grondée par Marion, notre chargée de communication. Vous Si Marion est là, retrouverez tout sur notre site internet maisondulacdegrandlieu.org pour l'actualité. normalement, on l'a mis dans le chat, mais si nos modérateurs peuvent le remettre dans le chat, le lien du site de la Maison du Lac de Grandlieu, ce serait super. Donc, des activités pour tous, notamment pour les ados et leurs familles. Pareil, samedi matin, en 2 heures, venez faire une enquête au pavillon. Donc, c'est un peu style escape game. Super. Donc, dédié aux ados de 13 à 16 ans. Trop Donc, chouette. venez avec vos ados aussi. C'est l'idée de profiter. Évidemment, les grands moments comme les journées du patrimoine, on est ouvert tout le week-end gratuitement si vous voulez découvrir le site. Dans 2 Et semaines. puis, voilà, dans 2 semaines cette fois-ci. Et puis, le jour de la nuit, donc qui est cette fois-ci le 19 octobre, samedi 19 octobre, un peu plus tard, où on sensibilise à la pollution lumineuse nocturne avec la réserve naturelle nationale de Grandlieu, la SN et la SNPN. Donc c'est une balade gratuite aussi, nocturne. On déambule, et puis on avec 2 associations, une d'entomologie, l'Atlas entomologique ici, et puis Orion, une association d'astronomie. Donc on observe les étoiles et les planètes et les insectes nocturnes pendant cette soirée, tout Trop en chouette. parlant de cette pollution nocturne. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vois que le site a été remis dans le chat, donc Parfait. n'hésitez pas. On passe à la suite, on Oui, avance. on avance parce que le temps il fait passe plus vite. nuit. Et puis en plus, on est Rapidement. voilà, c'est ça, il fait plus nuit. Il sera nuit plus rapidement, disons. Non. Parle pas de malheur, attends, que la pluie ne s'abatte pas sur nous. Le ciel va nous tomber sur la tête. Donc, hop, on rentre. On va fermer là-bas ou pas du coup? Hop là, on laissera. Donc, cette partie-là, vous avez vu peut-être un préau qui peut accueillir donc aussi bien les scolaires, préserver de la pluie ou du soleil. On a un espace de pique-nique aussi à l'extérieur. Oui. Et puis, on a des salles de séminaires, voilà, de réunions qui peuvent être utilisées ici aussi pour notamment notre public entreprise et collectivité. Donc là, sur cet espace-là, on se retrouve sur les zones humides dans leur ensemble, leurs fonctions. Les zones humides mondiales sur le Magic Wall ici, le planisphère, et puis les zones humides du département. Donc justement, on voit l'estuaire de la Loire, et cette Natura 2000 assez important. Et donc on a des belles photos et on a les différents sites du département qui s'affichent, les grands sites Ramsar notamment, qui est comme le lac de Grandlieu, la Grande Brière, la Baie de Bourgneuf, les marais de Guérande et du May qui s'affichent aussi.
Donc, un littoral très important qu'il faut préserver parce qu'il ne faut pas oublier que les zones humides, c'est pas que les lacs et les rivières, c'est aussi le littoral jusqu'à une profondeur de 6 mètres à marée basse. Et puis, il est difficile, un mur qui présente les différentes zones humides du monde. Alors, évidemment, il y en a plus que ça. On a choisi 12, un peu répartis sur tous les continents, avec des types différents, parce qu'une zone humide, tourbière, on a parlé des lacs, des estuaires, des mangroves, des glaciers. Donc, vous avez toutes ces typologies de zones humides qui sont montrées là, avec des pressions différentes sur tourisme, le réchauffement climatique, la pollution, l'exploitation, l'assèchement. Donc, voilà, chacune a sa particularité. Donc, c'est présenté un peu ici. Donc, on a des photos, leur surface, leur localisation, leurs caractéristiques, les espèces qu'elles abritent et les menaces. Ça, je l'ai vu en vrai. C'est très beau. Non, mais c'est incroyable. Et encore, c'est plus que c'était, mais un glacier qui a disparu comme ça, mais c'est très très beau à voir. De toute façon, enfin, après, à l'occasion, peut-être qu'on ira voir d'autres. Et ça, c'est la région des Grands Lacs, du coup? Alors là, c'est le bas Wisconsin. C'est plutôt pour ce qui est une vallée alluviale. On aurait pu penser les Grands Lacs, mais c'était trop facile. Trop facile, les Grands Lacs, ok. Trop facile. Vous avez sélectionné que quelques lieux, c'est pas des lieux les plus importants, c'est pas. Alors, il y a des lieux très emblématiques. Hein. Bon, on n'a pas montré le Pantanal, etc. L'idée, c'était vraiment dans la sélection de mes sites Ramsar, donc d'importance internationale. Ça m'a aidé à caractériser, à choisir des sites qui sont différents en termes de type, comme je disais, tourbières, mangroves, etc. Et en termes de pression, c'est-à-dire espèces exotiques envahissantes, réchauffement climatique, assèchement, réchauffement climatique, surtourisme. Donc, c'est en croisant tous ces critères-là que ça m'a permis de faire découvrir au public d'autres milieux qui ne sont pas si connus que ça. On a quand même le delta du Saloum, des choses comme ça qui sont quand même très connues. Qui sont très connues par là. Voilà. Bon, bah, à l'occasion. Ou la barrière de corail. Ou la grande barrière de corail, qui est très connue. À l'occasion, du coup, et si vous voulez venir visiter, vous aurez le détail de toute cette exposition, parce que là, on est passé très rapidement, mais il y a des animations autour, il y a, enfin voilà, les médiatrices, médiateurs, accueillent le public, médiatrices plutôt. Non, il y a des médiateurs. Il y a des médiateurs. Non, il y a les deux. Donc, les médiatrices et médiateurs seront très heureux de vous accueillir et vous faire visiter tout ça. Je sais que, tu disais tout à l'heure, il y a aussi des groupes scolaires, etc., en classe, tout ça. C'est l'occasion de découvrir tout cet espace et de... Ici, on peut visiter en autonomie ou accompagner. On propose des jeux, des animations pour tous les niveaux, y compris pour les adultes, sous forme d'enquête. Et ça permet de découvrir cette exposition de manière assez ludique. Et on part par là. Bien suivre les flèches. Donc là, du coup, je sais pas si nous en donne toujours, mais on va aller se diriger, prendre le chemin du lac. Et on va prendre, évidemment, les parapluies. Le parapluie. Les beaux parapluies. Les beaux parapluies. Ou ombrelles, ça dépend des... On a dit que c'était... Oui, c'est ça. Ombrelle ou parapluie selon la météo. Cette année, ça a été plus parapluie que ombrelle, hein, on va pas se mentir, pour la région ouest. Donc en anglais ou en français. Et on part avec ses parapluies, avec GPS. Et puis on a des casques qui sont là. Donc on met sur les oreilles. Et ce sont des témoignages tout le long du sentier de gens qui ont vécu ici, qui ont grandi ici, qui grandissent ici et qui travaillent ici. Donc, il y a des enfants aussi qui parlent. Donc, ça questionne sur notre rapport à la nature, ça fait appel à nos souvenirs, à comment on vit les paysages extérieurs et intérieurs. Paysage intérieur, qu'est-ce que c'est un paysage intérieur? Souvent, c'est ses souvenirs. Et voilà, ça nous questionne sur notre rapport à l'environnement. Et puis aussi, ça permet d'avoir une évolution des paysages tout au long de ce sentier, puisque en quelques décennies, ça a beaucoup, beaucoup changé. En tout cas, quand on écoute le témoignage des anciens, voilà, il y avait des vignes tout autour, elles ont disparu. Voilà, ça a beaucoup, beaucoup bougé. De toute façon, les paysages changent, c'est impressionnant. Quand on voit les images avant, après, en un siècle, les évolutions des paysages, peu importe où on est, que ce soit ici ou ailleurs, il y a des paysages qui bougent, parfois pour le mieux, parfois pour le moins bien, mais c'est...
toute façon, c'est comme ça, on transforme, de toute façon, on transforme notre environnement, ça fait partie Oui, on aussi l'a beaucoup transformé. On va pouvoir en parler tout au long du chemin. Un parapluie, si jamais il pleut, au moins pour. Là, il pleut pas, mais pour. Ils sont à charger, non? Non, mais ce que je vais faire, c'est que j'ai un parapluie, vraiment un vrai parapluie que j'avais prévu pour super. abriter quelqu'un. je vais aller le chercher de ce pas et j'arrive. Ok. Et je crois que du coup, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que cette balade dure à peu près une heure de marche. C'est un petit kilomètre pour aller jusqu'au lac. Nous, on va prendre le temps aussi. Ça dure pas une heure. Nous, ça va pas durer une heure. Vous inquiétez pas, ça sera plutôt 20 minutes. 15-20 minutes, je dirais. Oui, c'est ça, à peu près 15-20 minutes de marche. On va discuter avec Audrey, on va parler, enfin voilà, on parlera aussi de tout ce qu'on peut voir et on va avancer progressivement. Il y a plusieurs étapes. En espérant qu'il ne pleuve pas, mais normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller, hein, on va pas se... Comme tu veux, faut pas que ça te gêne. Non, ça ne pas. Et c'était le moment aussi, du coup, de poser vos questions tout au long de cette petite balade, puisque bon, moi, je vais poser mes questions, mais évidemment, c'est à vous aussi de poser des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai le téléphone sous mes petits yeux. Oui, attention. Donc, il y a à peu près, il y a combien, il y a 1 kilomètre? Oui, 1 kilomètre. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est le site est. Tu peux me passer derrière nous si tu veux. Voilà. On va vous voir de dos. C'est ça. C'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est le meilleur profil. Meilleur profil de dos. Oui, avec Maison du Lac écrit dans le dos, c'est parfait pour la promotion. Ah, vous avez fait floquer des. Oui. Oui, génial. Oui. Bah, comme les t-shirts. Pareil. Ah, Le t-shirt, je fais la promo du t-shirt aussi. J'avoue que le kawaii, c'est vraiment pas mal du tout. Oui, oui, c'est vraiment utile. Et... Ah ouais, je suis un peu jalouse. Nous, on n'a pas de truc floqué comme ça. On a un site extérieur, donc on a intérêt à être bien équipé. On a les bottes, on a les chaussures, tout va bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'étais vraiment très optimiste sur mes petites baskets. Mais moi, j'avais prévu au cas où si vraiment c'était galère, mais là, je pense que ça va aller. Le temps est avec nous. Donc, on a un site accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, nous avons 2 fauteuils roulants à disposition et aussi, là, vous voyez, tout le sentier est comme ça, est marchable. On a des sièges cannes et il n'y a pas de souci pour aller jusqu'au pavillon. Mais parfois, effectivement, certaines personnes, notamment des personnes âgées qui viennent en visite, ne sentent pas le courage de faire 1 kilomètre. Donc, c'est pour ça qu'on a le bassin, qu'on a aussi une visite qui permet, pas une visite virtuelle, mais en fait une visite qui permet aux personnes qui restent là de faire la visite comme si elles y étaient, voilà, à destination de ces personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'au pavillon malheureusement. Tout le long des totems, alors ici oui on a de l'activité, hein, on entend les enfants peut-être au fond, Je sais pas si on les entend, est sur un sentier communal donc ça se promène, ça vit, mais tout le long, et voilà, c'est ce que tout le long du parcours on a des totems avec 2 lignes rouges. Là, maintenant, il y a le train de la ligne Nantes-Pornic, si vous voulez venir en Attendez, train. on attend que ça passe. C'est bien. Donc c'est la le ligne thème. rouge, voilà, on va regarder cette ligne rouge ici, au niveau du sol, qui marque justement le niveau du sol du centre d'accueil, parce qu'on va se diriger vers le lac, qui est une cuvette qui a été formée il y a plusieurs millions d'années, et donc on va descendre. Et c'est cette ligne de niveau qui va bouger au cours de notre promenade. Et il n'y a pas une question de niveau de... Petit soleil sympa. Il n'y a pas une question par rapport au niveau de la mer, on va être plus bas du coup? Alors là, on est toujours entre 0 et 5 mètres au niveau du lac. Donc on n'est pas plus bas. C'est vraiment, voilà. Ouais, 0,5 mètres au niveau. 0,5 mètres, ok. On n'est pas, c'est pas le niveau, ça représente pas le niveau de la mer, c'est vraiment niveau du centre vers la cuvette qui descend. Par rapport voilà, au lac. On va... Parce que des fois, oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je vais peut-être jouer la surprise et faire waouh, c'est impressionnant, mais je sais déjà que c'est impressionnant. Dans le chat, vous pouvez faire la surprise. Jouez la surprise dans le chat. Oui, merci, s'il vous plaît. Soyez très actifs dans le chat. Qu'on n'ait pas le sentiment de parler toute seule. C'est très bizarre. Non, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant de voir on va le voir très rapidement, mais de voir la différence entre le niveau du lac et la maison. Enfin, c'est quand même assez fou. Comment est-ce qu'il est assez profond? Enfin, il n'est pas profond en termes de profondeur, mais par rapport. Oui, cette cuvette, c'était une cuvette qui était profonde de 60 mètres, soixantaine de mètres de profondeur quand même, c'est pas rien. Oh oui. Et ce qui est chouette aussi pour les férus de géologie, des fois les gens disent c'est chouette, on ça. Donc oui,
Oui, on a un jogger qui passe aussi, je sais pas si c'est vu la caméra. J'essaie de. Ouais. Bon, il s'est vu C'est ça. légèrement. Mais c'est bon. Donc, on peut voir ce socle rocheux affleurant sur la partie justement de Pierre Aigu, le site de Pierre Aigu, qui est un autre site pour observer le lac et voir les nénuphars notamment, l'herbier flottant. Pierre et aigu pour agua, pierre et l'eau, c'est notamment ce mélange de roche et d'eau. Donc, on peut voir la roche qui a formé le fond du lac sur certaines parties du Ah oui. pourtour du lac. C'est assez intéressant. Donc, plusieurs fois, on a des panneaux comme ça, site naturel protégé, c'est du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Donc, le Conservatoire du littoral peut préempter des parcelles autour pour préserver de l'urbanisation, notamment des lacs, quand ceux-ci font plus de 1000 hectares ou 10 km². Donc, c'est le cas du lac de Grandlieu qui fait donc entre 3200 hectares et 6300 selon les saisons. Et là, par exemple, c'est une parcelle qui appartient au Conservatoire du littoral. Donc, c'était une ancienne pépinière. Donc, quand on parlait d'évolution du paysage et de la végétation, vous voyez, avant, c'était que des vignes tout autour de nous. Et là, cette pépinière est arrivée dans les années 90. Donc, on a plein d'essences différentes, Ouais. du cèdre du Liban, du chêne rouge d'Amérique, du tilleul, du séquoia géant. Mais c'est pas. Ici, c'est vraiment des arbres après. Ah bah si, en fait, c'est toute cette parcelle, hein. Alors, il y a une zone là où il n'y a pas vraiment d'arbres, mais quand on regarde tous Mais les c'est vrai arbres que là quand on autour, regarde là, on oui. voit qu'il y a différents... Mais là, c'est où? Non, c'est fondu. Oui, alors, c'est entretenu, effectivement. On a un plan de gestion qui inclut toutes les parties, donc le Conservatoire du littoral, le département, parce que le propriétaire, c'est le Conservatoire du littoral et c'est le département de Loire-Atlantique qui gère ces espaces. Et puis la réserve naturelle nationale et aussi la maison du lac pour la partie médiation. Nous, pour nos activités de médiation, il y a des zones accessibles, voilà, on dit les enfants viennent, etc. Ou pour les gens qui se promènent. Donc il y a des zones qui sont débroussaillées, effectivement. Et l'idée ici, c'était de conserver le boisement, de retirer les espèces exotiques envahissantes et les arbres malades pour laisser progressivement des espèces plus locales, là comme on voit le chêne là, qui est en train de pousser, qui prendront progressivement la place, puisque c'est une zone où il y a quand même pas mal de biodiversité qui vit, quelques petits oiseaux, la grosse faune qui passe aussi, on peut croiser les chevreuils. Et il y a une mare au bout, une mare qui était au début un trou pour cacher des munitions pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est D'accord. remplie d'eau progressivement et qui a servi pour l'alimentation en eau D'accord. de cette De cette pépinière. pépinière. Voilà. Et du coup, donc très marrant qu'on cachait des munitions ici. Oui. Comme quoi, il y a plein de choses qui s'y sont passées. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hein. Et il y a combien d'essence à peu près sur cette parcelle? Oh là là, Parce que tu sais. en plus, j'ai juste su. Tu sues Non, mais je sais que c'est plus d'une vingtaine d'espèces. Ça, c'est une vingtaine? ouais, D'accord. plus d'une vingtaine. Et ça, donc c'est là, sûr. vraiment, plutôt vraiment des espèces natives. Ah, ici, non, pas natifs. Pour la pépinière, c'est plus d'une vingtaine d'arbres différents qui ne sont pas des espèces du tout natives. On va D'accord. retrouver du bouleau, le bombix de la ronce ou le sphinx de la ronce, que je dise pas de bêtises, hein, aux professionnels là qui nous écoutent. Je dirais le bombix de la ronce. Donc, cette chenille, quand elle veut se défendre, enfin, quand elle se sent menacée, elle forme un anneau, elle se met en cercle, et donc on l'appelait l'anneau du diable, hein. C'était son petit surnom, la pauvre chenille, qui n'a Et rien de pourquoi spécial. l'anneau du diable Parce qu'elle particulièrement? forme un anneau quand elle Juste pour ça? Juste pour ça, oui. C'est une pauvre chenille, elle a rien demandé à personne. Mais... Et après, elle se transforme en papillon quand même. Et oui, quand même. C'est un beau papillon. C'est un gros papillon de nuit, assez Ok. gros, voilà, c'est imposant, mais ça reste toujours très un peu terne, hein, comme couleur. Oui, bah les papillons de nuit, c'est jamais. Et jamais puis, très, bon, donc, comme son nom l'indique, les chenilles consomment les feuilles de ronce, mais pas que. C'est une chenille qui est polyphage, donc qui va manger un peu tout ce qui se présente. D'accord. Et du coup, là, tu dis, on les voit en ce moment? Oui, en ce moment, ça va commencer fin septembre, enfin plutôt septembre-octobre. On va commencer à voir les chenilles qui vont D'accord. chercher un endroit Mais pour passer l'hiver. Elles vont se mettre sous un tas de feuilles, voilà. Ah oui, d'accord. C'était ma question. C'est combien de temps ça vit une chenille en fait? Parce que Ah ben, ça vit plus longtemps que le papillon souvent, hein. quel intérêt de se transformer en papillon finalement? Bah, c'est ce qu'on appelle, c'est les organes reproducteurs volants. Oh bah oui, il y a un effet parapluie, il faut que tu le retires. Attends. C'est un truc de ouf. attaquée par les. Il y a plein de Incroyable. moustiques. Ah ouais. Heureusement que j'ai vu
Non, je t'inquiète, je peux peux le le tenir. porter, il n'y a pas de souci. Donc, elles vivent plusieurs mois, en fait. Oui, même une année. Ah ouais? Des fois, oui. D'accord. Comme pour les larves de libellules. C'est pour ça on n'aime pas trop parler d'adultes chez les insectes, mais plutôt de stade imago, parce que c'est souvent référence à l'homme, c'est très anthropocentré de dire un stade larvaire, un stade adulte. Mais en fait, le stade volant, c'est un peu le stade où on va déplacer ses organes reproducteurs, on va dire, pour Ok. éviter de la consanguinité. C'est le stade le plus dispersant, on Donc, va en dire. fait, ils s'envolent Et pour aller se reproduire plus loin, vers d'autres endroits, voilà, ils se reproduisent et puis d'autres contrées c'est pour se le stade reproduire. larvaire qui vit plus longtemps. D'accord. Et j'ai une question, je vais poser mes questions bêtes. Mais à quoi ça sert en fait, quel est le rôle de la chenille et du papillon dans la biodiversité? Le papillon va polliniser, j'imagine, un peu? Alors surtout les papillons de nuit, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on les voit pas beaucoup. On oppose papillons de jour et papillons de nuit, mais les papillons de nuit sont bien plus nombreux que les papillons de jour et ont un rôle très important de pollinisateurs, des fois bien plus que les abeilles. D'accord. Pour certaines plantes. Vous pourrez retrouver ça, vous avez des publications scientifiques qui sont sorties là-dessus, disant que ces papillons de nuit, là, notamment les moths, là, les MOTH en anglais, Ouais. sont de bien meilleurs pollinisateurs que les bies, les abeilles, selon les plantes voilà, étudiées. Et certaines plantes, effectivement, certaines fleurs vont fleurir au crépuscule et être accessibles uniquement pour ces insectes-là. D'où D'accord. le problème de la pollution lumineuse Bah oui, parce que du coup, nocturne. ça trouble leur système, Exactement, finalement. ça va modifier la floraison, ça va impacter les pollinisateurs, ça va poser problème. Et puis bien sûr, comme toute chaîne alimentaire, vous allez retrouver des prédateurs. Les chauves-souris se nourrissent énormément des papillons de nuit, c'est quasiment leur proie principale. Donc voilà, ça va servir à nourrir aussi tout un écosystème. En plus de certaines chenilles s'attaquer. Donc ça, toujours il y a un prédateur et une proie. Oui. Une régulation qui se fait, un équilibre qui se met en place quand tout va bien, on va dire, pour réguler les uns et les autres. Que ce On soit... espère. Le mieux, c'est que quand tout va bien, quand même. Oui, le mieux, c'est quand tout va bien. D'ailleurs, souvent, quand on voit une espèce exotique envahissante s'installer, c'est ce qu'on dit, c'est symptomatique d'un écosystème qui se porte mal, c'est-à-dire que ces espèces qui sont un peu opportunistes. Ah oui. Il y a des murs. Il y a des murs. Génial. Elles sont pas mûres encore. Il y en a qui sont mûres. Ouais, je suis pas sûre. Désolée, je t'ai arrêté dans ton. Non, c'est normal. Je sais pas si je les mangerai, moi. Attention au renard, pas trop bas. Elles sont un peu basses pour les manger. Et on a du coup, renard il peut y sur. avoir des personnes qui piquent. Il y a des animaux qui peuvent avoir. D'ailleurs, les renards les mangent puisqu'on a des petites traces dans les crottes. Celle-là, elle est mûre en tout cas. Tiens, Et c'est pour les renards alors. C'est super les ronces, contrairement à ce qu'on pense. Déjà, on a tiré beaucoup de médicaments et d'anticancéreux à partir de la ronce. Ah oui. Les cervidés les consomment et ça sert d'abri pour les rongeurs et les oiseaux grâce aux épines. Et puis ça fait partie des premières plantes en fleurs pour les pollinisateurs. Ça fleurit tant que ça ne s'en pas. Et puis après, il y a les fruits qui servent évidemment à beaucoup d'espèces. Comme nous, par exemple. Comme on nous. adore la confiture de mûre. Ouais. C'est possible. Tu peux te nourrir. Elle a pas l'air très mûre. Tu sais, genre quand je la tire, elle vient pas tout de suite. C'est celles qui sont bien mûres, généralement, il y a un petit ami avec, une petite pinelle. Là, je la vois, elle est dessus. Il y en a plusieurs même dessus. Hop, celle-là, je pense qu'elle est mûre. On va voir. Surprise. Après, ça fera de la protéine. Hein. Oui, oui. Ça tombe bien, on n'a pas encore mangé. Elle est pas très sucrée. Ils ont manqué de soleil. Hein. On va pas se mentir, elles ont manqué de soleil. Moi, j'en ai déjà ramassé. J'en ai ramassé cette année, mais j'attends la confiture parce que je suis pas hyper convaincue. Ouais. Mais il y en a tellement. Il faut revenir cueillir les mûres. Généralement, quand elles sont bien, il y a beaucoup de monde sur le sentier pour les ramasser. Je n'en doute pas. C'est rigolo parce que souvent on dit que tout le monde n'aime pas ramasser des mûres parce que c'est pas toujours une partie de plaisir quand même.
que ça pique, Oui, il y a les des fois ronces elles sont partout. inatteignables quand c'est des grosses ronces et tout. Mm. Mais c'est quand même super bon et donc pour faire quelques pots de confiture, il faut à peu près, je crois, c'est un truc comme 6 kilos au minimum. Ah oui, donc ça fait beaucoup de cueillettes. Sinon, faut nourrir un arbre. Sans épines. Bah, non, c'est un arbre. Ah. Pas d'épines. Oui, c'est ce que je dis, c'est genre des ronces sans épines quoi. Non, c'est un arbre. Ok, bon, j'ai rien compris. C'est un autre Sur ce type de débat. mur. Et, J'ai marché sur un glanche, je me suis dit, Ça va, Blanche, ça va. Ça c'est va. un c'est bon. arbre. Donc voilà, on est descendu vraiment une grosse pente. On va avoir mal au mollet pour revenir. Hein. C'est à peu près 5 mètres. Hein. Donc c'est une descente de 5 pour 1000. Donc ça va. un sacré dénivelé. Hein. On gère bien le dénivelé, oui. Et là, on se dire qu'on approche du lac. Et souvent, j'aime bien quand, en dehors de l'hiver, quand on dit qu'on est au bord du lac, les gens font oui, mais bien sûr, il est où ce lac? On le voit pas. Parce que là, on est sur une prairie inondable, donc qui est inondée à peu près aux 2 tiers la plupart du temps. Les années où il a vraiment beaucoup plu, et pas spécialement cette année, parce qu'il y a beaucoup plu, mais on n'a pas eu des niveaux d'eau les plus élevés Ah par rapport aux années précédentes. Ça, Ouais. c'était quand même impressionnant, je trouvais. Ouais. Que les Disons crues qu'on a eu étaient- un bon niveau d'eau au mois de mars qu'on n'avait pas habituellement. Mais voilà, on a eu des mois de janvier où l'eau arrivait jusqu'à la clôture. Parce que des fois, il y a des chevaux qui viennent ici de temps en temps, donc c'est pour ça qu'il y a une clôture. Mais sinon, la plupart du temps, elle est fauchée. Et on voit bien, c'est une prairie, donc on maintient cette prairie ouverte. Parce que si on n'y avait pas de fauche, eh bien, les saules deviendraient comme les saules qu'on voit juste avant les chênes qui sont derrière, ouais. le boisement de Donc ce chêne. qu'on voit là, l'espèce de truc touffu, c'est des saules. Ce sont des saules. Et là, on en Ah. revoit là. Et en fait, faut les couper au bout d'un moment parce que sinon, ça se lignifie, comme on dit. Donc, c'est un milieu ouvert se ferme naturellement. Et ici, par rapport au contexte paysager, par rapport à l'histoire, par rapport aux espèces, par rapport au paysage local, l'intérêt, c'est de préserver ces prairies inondables, donc ces milieux ouverts. C'est pour ça on intervient mécaniquement, physiquement sur site. C'est pour ça que les gestionnaires viennent couper les saules et faucher la La prairie. prairie. Parce que notamment, c'est un site qui est très important pour les brochets, pour frayer fin d'hiver, début de printemps. Donc voilà, ça qui est Et du coup, quand cette partie elle est inondée, on peut quand même aller jusqu'au lac ou il Ah s'arrête bah ici? alors là, le lac arrive jusqu'ici. Donc Donc on en est fait, sur on le lac. s'arrête ici, quoi. Mais on peut aller, on va plus loin. Mais en tout cas, là, on le voit. Le lac, là, en plus, il n'y a plus les feuilles. On le voit de loin. Là, on le voit. C'est vrai que l'été, avec la végétation et puis les niveaux d'eau plus bas, eh bien, les gens se disent, mais il est où ce lac? Il se mérite. On va jamais y arriver. Oui, on en parle. Depuis là, je sais pas depuis combien de temps on en Je parle, sais mais on pas, l'a toujours pas vu. C'est immense. Et pourtant, on va pas en voir beaucoup. je Il se pense. voit depuis l'espace, mais on le voit pas là. C'est vrai qu'il se voit depuis l'espace. Il y a une photo de Thomas Pesquet. Oui. Où il passe au-dessus du lac de Grandlieu. Et oh là, celle-là, Elle est elle pas est mal. dodue. Elle est pas mal. Je crois que ce soir, on va se faire une petite brochette Un peu comme Shrek je sais pas, de chenille de limace. Shrek, il fait ça, là. Oui, c'est ça. Il y en a là partout. Leurs petites antennes. Alors, ce sont des gastéropodes. Ils ont 4 antennes sur la tête. Et ils ont un pied. Et leur ventre est dans leur pied. Exactement. Puisque gaster vient de ventre et pod, ça veut dire pied. D'ailleurs, appris des choses il y a pas très n'arrachez pas vos escargots comme ça, surtout si vous voulez pas les tuer, parce que ça leur fait très mal. De quoi, la coquille? De les décoller comme ça. Ah d'un coup. Mais on a tous fait ça quand on était petits. Exactement. Donc, on a un escargot qui est mort dans d'atroces souffrances après. J'avoue que je savais pas ça et je faisais encore Pour les enlever sauver. de potager. Oui, c'est ça. Mais moi, Donc, faut tapoter la coquille avant de les pour qu'ils se décoller. rentrent. Pour qu'ils se décollent. Et ils se recroquevillent un peu Et sur eux-mêmes. voilà, parce qu'en fait, comme ces organes sont à même la coquille, si on arrache comme ça fait. Ça les fait souffrir. Ça les fait souffrir. Pourquoi ils crient pas alors? Non, mais ils crient pas. Ils devraient crier, Oui. nous dire Je pense que l'escargot devrait crier. Mais clairement. moi, ça m'arrive de les déplacer quand je les vois, par exemple, quand ils sortent, quand il pleut, Oui. sur le trottoir. Oui, mais ils sont pas collés. Ils sont en train de se déplacer, donc ça va. Donc ça va. Donc Tu c'est peux que les quand décoller. ils sont collés. Oui, sur c'est quand ils sont collés quelque Ah. part et qu'on les décolle comme ça sauvagement. D'accord. C'est pas bon pour eux. Ok, on ne fait pas ça. On ne Alors fait pas ça. après, si on veut s'en débarrasser du potager et puis les donner aux ces poules, voilà, ils mourront rapidement. Pas trop longtemps parce que les poules elles les mangent vite. Hein. Après, il n'y a pas des moyens de les repousser au potager. Si, genre alors. des plantes, par exemple. Qu'est-ce que. Ou la bière. Alors tout ça,
ça marche bien, ça marche pas bien. Ce qui marche vraiment bien, c'est ce qu'on met au sol, mais la cendre, c'est pas terrible pour les coquilles d'œufs, on avait dit aussi. Mais ça leur fait mal. Mais c'est parce qu'ils aiment pas trop aller là-dessus. Ouais. Mais souvent, on est embêté par ces limaces, ces escargots, parce que ce sont quand même ce sont des détritivores qui sont intéressés, voilà, par manger des trucs, plein de trucs. Et malheureusement, ils n'ont pas assez à manger, donc ils s'attaquent à notre potager. En tout cas, notamment pour les limaces. Donc, il faut les nourrir. Donc, il faut les nourrir, voilà. Ah, pardon. Il faut, en fait, la solution, C'est de les nourrir. Ouais, un compost, leur proposer d'autres choses que notre potager. D'accord, donc si on leur propose une alternative, ils ne nous embêteront pas. C'est ça. D'ailleurs, le compost, si vous avez des composts chez vous qui est bien entretenu, c'est incroyable la biodiversité d'un compost. Ah oui. C'est fou comment ça grouille là-dedans. J'adore ça. Je trouve ça Et incroyable. les oiseaux viennent se servir aussi. Ah ouais, c'est les grives quand qui viennent. là tous les vers de terre qui grouillent dedans, les larves, etc. Enfin tout ça, tous les détritivores qu'il y a dedans, c'est impressionnant. Enfin, je trouve ça fou. Bon, il y a les rats aussi, mais Et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, de nourrir avec des végétaux, c'est aussi entendu par le podcast La vie partout. mais il y a plein de moyens d'éviter d'avoir, j'aime pas dire ça, mais ce qu'on considère comme des nuisibles dans son potager. J'aime pas dire que c'est des nuisibles parce que ouais, il faut comprendre comment ça marche, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, pourquoi ils sont là, et puis on peut détourner. c'est ça, ou en laissant certaines plantes, par exemple, pousser dans le potager, qui vont les repousser, ou ce genre de choses, et les laisser aller ailleurs, en fait. Moi, je trouve ça horrible d'utiliser des méthodes pour les tuer ou pour s'en débarrasser de façon chimique. Ouais, voilà. Il y a plein de moyens naturels, et puis c'est pas forcément top pour le potager. Bon, voilà. C'était la parenthèse. C'est la parenthèse potager, sauvons limaces, les escargots et les limaces. sauvons les escargots. Tous les fans de potager nous sont en train de nous insulter derrière leur écran. Ça y est, on est cancel. C'est déjà mon mari qui râle, d'ailleurs, je l'entends d'ici. N'importe quoi, ce qu'elle dit. C'est pas elle qui s'occupe du potager, ça se voit. Alors là, Claire, elle nous est passée devant pour nous filmer comme ça. Là, on avance doucement. Elle avance en reculant. Ouais. On va peut-être pas qu'elle chute. Attention. Ah non, on lui met la pression. On lui met la pression. Nous arrivons au lac dans quelques mètres. On va passer dans la maison pour monter sur la terrasse. Oui. Donc, vous allez probablement nous perdre pendant quelques secondes. Avant ça, on va leur raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette maison. Oui. Quelle est son histoire. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça vous donne d'autant plus raison de venir voir la maison à l'intérieur. Parce que c'est franchement super. Oui. Ça, c'est pas le lac. Alors, ça fait partie du lac. C'est la sortie du lac. C'est le canal de l'Étier. Il a été creusé pour baisser le niveau d'eau du lac au printemps, parce que là où vous voyez des boisements encore, ils n'ont que 50-60 ans. Avant, c'était que des prairies. Il y a même des rangs de maraîchage plus loin. Donc tout ça, et puis il y a l'ancienne des pépinières aussi des années 90 qui était juste au ici. bout, qui était déjà là aussi. Donc comme vous arrivez, je vais peut-être pas parler en même temps de tourner, faire des trucs. Comme vous arrivez sur la réserve naturelle nationale, l'accès ici est uniquement en compagnie d'un médiateur de la maison du lac de Grandlieu. Donc oui, c'est fermé, oui, il faut payer, sauf si vous venez pour la fête de la nature ou les journées européennes du patrimoine où c'est ouvert. Donc ici, on entend souvent et on voit souvent les martins pêcheurs passer. C'est vrai. Oui. Ça doit être génial à voir. J'aimerais bien en voir un. En même temps, ce serait bien, comme je l'avais dit, il y a un live Twitch, tout ça, faut que tu passes. Faut que tu passes. Allez, Martin. Comme on a une demi-heure de retard, il nous a pas attendu, il est parti manger. Je suis trop dégoûtée. C'est surtout que c'est pas très grand, donc faut vraiment les voir, quoi. Oh ben on les entend avant de les voir et puis ça file. J'aurais tellement aimé. Bon, c'est pas grave. Une autre fois. Donc nous voici arrivés au pavillon. Donc pavillon de chasse de Guerlain. Exactement, c'est l'ancien pavillon de chasse de Monsieur Guerlain, des parfumeries Guerlain. Donc le lac, avant d'être la propriété des moines et des nobles, et Marquis de Juigné, qui est le dernier noble. Après, il a été le dernier propriétaire, c'était une société civile immobilière. Et à la fin des années 50, c'est Jean-Pierre Guerlain qui est l'actionnaire majoritaire et qui devient le propriétaire de 2700 hectares de lac.
à la fin des années 50 et en 1960, il fait construire ce pavillon de chasse. Parce que c'est un passionné du magret de canard. C'est un passionné de chasse au gibier d'eau. Tellement passionné qu'il fait même élever des canards colverts, dans les hangars là-bas, près de la maison, du garde-chasse de monsieur Garlin, qui était aussi la maison du garde-chasse, du marquis de Juigny avant. Donc Alors, ma petite question, il élevait des colverts pour? pour la chasse. D'accord. Il y avait pas assez de canards, Bah non. toujours plus. Et c'est pour ça qu'on a des canards colverts sur, le lac des Grands Lieux. Je rappelle, le colvert n'étant pas une espèce, locale. Ah bon? Aussi, je vois déjà des spatules. Je crois qu'on va peut-être pas traîner, on va aller les voir et on parlera peut-être de l'histoire parce que sinon ce serait On dommage va que pas, les faut gens pas le qu'on voient les pas. rate. En plus, on Ouais, va on va les essayer de voir. vous les montrer à travers la lunette. Parce que oui, sur la caméra, ça se voit pas trop. Mais Donc c'est grâce à Jean-Pierre Guerlain que ce site magnifique est devenu une réserve naturelle oh là là. nationale. Oh, il y en a plein, elles Il y en sont a toutes là-bas. plein. Ouais. Ça va être trop bien. Bon, pour une fois, j'ai pas dit n'importe quoi parce que les gens elles parlent, mais on voit pas grand-chose. Bah là. Donc à l'intérieur, ce n'est plus évidemment la maison de monsieur Guerlain, c'est la maison du lac où tous les milieux du lac sont rentrés. Donc la scénographie à l'intérieur, c'est toutes les espèces et les espaces On les naturels que vous entend. retrouvez. Je pense que vous entendez un petit peu l'alarme. L'alarme. Je sais que j'oublie pas ça. Là, c'est l'alarme qu'on va entendre surtout. Je ne sais pas si ça capte toujours. Pour l'instant, oui. Ouais. Ah bah, on va vite monter. On sait que ça va être compliqué, mais Ah oui, on est dans un site vraiment, on voit pas le lac et on peut pas capter. C'est très bien. ça va, on nous a pas perdu. On voit pas super bien, mais on nous a pas perdu. Ils sont bien là-bas en train de se nourrir. Super. Oh, mais attends, mais il y en a juste là. Non, mais Audrey. Oui. Là. Oh bah, juste devant. Oh bah ouais, bah là, on peut pas faire mieux. Incroyable. Oh, c'est fou, c'est trop beau. Je regrette tellement de ne pas avoir pris mon appareil photo. C'est fou. Je sais pas si vous voyez et si vous nous entendez, mais là, juste devant nous, on a une spatule et c'est un héron, Une grande une aigrette. grande aigrette. Comme ça, vous Là, pouvez... la spatule s'envole. s'envole. Et il y a un héron cendré qui est passé tout à l'heure, là, juste là. Et mais alors, la lumière est magnifique. Oui. Hein. Vraiment, c'est trop beau. J'espère que vous voyez un petit peu à l'écran parce que là, c'est vraiment magnifique. C'est époustouflant. Aussi, je fais mes photos de Ah non, mais souvenirs. là, C'est beau. c'est vraiment Et- très, très beau. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'il y en a qui trouvent ça très beau aussi. On vous souhaiterait de voir ça en vrai parce que là, vraiment. Oui, il faut venir quand il pleut. Hein, il pleut, gna 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 gna. Bah, voilà, on voit les spatules. Hein. Ah ouais, donc là-bas, c'est des spatules du coup qu'on voit. Alors là-bas, oui, ce sont les spatules au fond. Et là, on a les grandes aigrettes qui Grandes sont là. aigrettes. Et puis, bon, malheureusement, les bécassines des marais viennent juste de s'envoler. Parce que c'est très rare sur Grandlieu, mais on les voit qu'ici. Enfin, on les voit qu'ici. En tout cas, on les voit ici. Ça s'appelle vraiment Marie Bécassine ou c'est aussi un peu. Ah non, c'est bien les bécassines des marais. C'est pas une vanne. Alors, il me semble que du coup, on peut pas vraiment avoir de coucher de soleil sur le lac il se couche de l'autre côté en fait. Oui, on a la course ouais, est-ouest, comme ça. Ouais. Donc, mais on voit la lumière. On voit la lumière. Et donc là, vous voyez pas à l'écran. Je sais que vous Je voyez sais pas. pas si Mais c'est en fait, il possible y a de... un arc-en-ciel Ouais. qui monte juste là. Je vais montrer. Juste là, juste, il y a un arc-en-ciel qui monte. Et après, on dirige la lunette vers là-bas pour vous montrer du coup Les spatules. les Franchement, spatules. je sais pas si c'est possible de filmer dans la longue vue. Essayer. On va voir si c'est possible de voir. On va essayer de vous montrer ça. Alors, c'est le. T'arrives à voir quelque chose? Il y a un petit décalage. Ouais, nous on a un décalage. Si. Ah, Ah, si. Vous apercevez les spatules là. Non, mais c'est pas mal, c'est déjà C'est pas pas mal. mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pour
C'est juste un petit teasing pour que vous veniez admirer ça en vrai. Ça fait un peu bien. On voit qu'il C'est pleut bien. d'ailleurs sur la rive sud du lac. On voit les nuages qui se déversent là tout le long. C'est fou. C'est fou comment c'est hyper sectorisé en fait. Mm. C'est des trucs qui nagent. Ça doit être des canards. Oui, Je prends des photos comme oui, c'est pas mon téléphone. C'est pas grave. Marion sera contente. Elle les enverra. Elle les renverra. Oh, c'est chouette. C'est une belle vue. On a de la chance parce que vu ce qu'ils avaient annoncé, voilà. Franchement, nous sommes très chanceuses. Mm. Ça a été, ça se cuisine les spatules. Je Tous- sais et pas. je crois que ici, l'être humain l'a montré, il mange tout et n'importe quoi. Donc, vrai. je pense Ils que mangent même des escargots, ce tout dont se- on parlait tout à l'heure. oui, parce que l'être humain a inventé le beurre à l'ail. Les escargots qu'il faut manger cuits, sinon ça peut être dangereux. Oui, parce que bah, d'ailleurs, c'est dangereux, c'est dangereux. Le hérisson en pâtit, oui, hein. C'est parasité, c'est plein de vers, de plaintes et autres, d'autres parasites. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux manger cuit que cru. Et les hérissons, ne trouvant plus d'insectes, se nourrissent beaucoup d'escargots et de limaces. Et donc, eux aussi, à leur tour, sont vraiment très parasités, ont le tube digestif bien envahi de parasites. Et donc, ils sont malades aussi. Donc, c'est pour ça que la biodiversité, c'est important dans les jardins. C'est important. Est-ce qu'on voit autre chose? Je peux regarder moi aussi. Ah, bah oui, Faut que je c'est pour regarde, ça. il faut que je prenne. Regarde. Je saisis l'occasion. Je vais peut-être prendre des jumelles pour vous aider parce que bon, j'ai des lunettes, mais étant myope, je pense qu'avec les jumelles, je pourrais mieux dire qu'est-ce qui est quoi qui se pose. C'est génial, on les voit vraiment super bien quoi. Il y a un petit avion qui passe parce que c'est super. Je vais y passer. Oh, le sanglier qui marche avec les spatules. Ouais, regardez. Ah non mais là, C'est juste. il y en a deux. Ah bah, mais généralement, ils sont pas tout seuls, oui, c'est ce Ah que j'ai. là là. Il y en a trois. Ah bah, il y a toute la famille. C'est Hein. la famille de sangliers La là. famille, il y a. On voit la famille de sangliers qui se balade. Ah, ils sont pas encore au niveau des statues. Ils sont 4. C'est génial. Voilà. C'est quand on vient le soir, on observe tout ça, toute cette faune. Alors, oui, T'as réussi à les filmer? ah, ils s'arrêtent. Pourquoi? 4. Ils sont 4. Il y en a 4, ouais. On les voit. Il y a les chasseurs qu'on entend là-bas, mais les sangliers, ça- C'est déjà ouvert la chasse? oui, 1er septembre. 1er septembre, ouverture de la chasse. Je ne savais pas. Voilà, ils sont là. Et Est-ce que tu as les réussi à les voir? sangliers Super. ne sont pas exotiques, mais sont envahissants. Il y en a beaucoup et ils posent problème, notamment, bah, voilà, ils peuvent détruire des œufs, ils peuvent détruire Bah des, oui. des milieux parce qu'ils sont trop nombreux. Mais non, normalement, quand ils sont pas trop nombreux, ils sont des fossoyeurs et ils permettent de nettoyer les cadavres et d'éviter les épidémies, notamment, par exemple, l'été, quand il y a l'épidémie de botulisme, bah, voilà, ils vont manger les cadavres et éviter que le botulisme se propage. Donc, faut pas oublier que bon, il y a rien d'intérêt, mais là, malheureusement, ils sont tellement nombreux, un peu partout d'ailleurs, qu'ils causent beaucoup de dégâts. Oui, parce qu'ils ont été aussi trop introduits en fait. Il y a un Il peu y de a ça. eu beaucoup de choses Et moins de chez leurs prédateurs. voilà, il y a beaucoup, c'est multifactoriel. Il y a un très bon livre d'un chercheur d'un scientifique qui explique tout ça, toute l'histoire du sanglier. Effectivement, avant, c'était un animal très sauvage qui avait très peu de petits, hein, 3-4 maximum. Puis, il y a eu des croisements qui ont été faits avec, des cochons domestiques, ce qui fait que ça a donné, maintenant, ils ont des portées de 8 à 12 petits. Ah oui. Il y a eu effectivement, de l'agrainage qui a aidé à passer l'hiver, la destruction des prédateurs, plus de loups, plus d'ours. Et puis, c'est un animal qui aujourd'hui on retrouve partout, qui est assez opportuniste, hein. On va même le retrouver en altitude, hein. On a des vidéos en Ah montagne ouais. qui sont assez originales, donc on le retrouve un peu partout. Donc voilà, c'est quelque chose de multifactoriel, le réchauffement climatique, un peu aussi comme le ragondin, voilà, les portées l'hiver souffrent moins, du froid.
aussi. Donc toutes ces raisons font que, le sanglier prolifère en Mais le trop grande ragondin qui quantité. est aussi une espèce importée d'Amérique du Nord. Alors le Enfin, en ragondin, lui, Amérique c'est une du Sud, espèce exotique, lui, exotique, ouais. exotique envahissante, oui. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'on est obligé de le réguler avec la C'est chasse? ça, de piégeage. Ici sur Grandlieu, aussi bien un sanglier que le ragondin vont être piégés pour être, prélevés. Bon, bah, c'est génial, hein. Quelle chance on a. Oui et le petit bruit qu'on entend, c'est les jeunes qui réclament à manger auprès C'est vrai? des adultes Non, là, je on pense que entendait. vous allez pas l'entendre, mais nous, Ah oui. tu vois les petits? Ah, les jeunes parce qu'ils sont grands Ils sont jeunes? et ce qui est rigolo, c'est quand ils réclament à leurs parents, ils font ce petit cri, puis ils remuent la tête comme ça. On les voit faire, ce geste-là devant les Alors, elle essaye de les avoir en vrai. c'est encore mieux. Mais apparemment, on a bien vu les sangliers, donc ça, c'est top. Et alors, vous voyez la spatule là qu'elle mange, il y en a une devant là qui trace là, qui marche très, très vite en agitant sa tête de gauche et droite Ouais, pour filtrer avec son bec plat, hein, puisque tient son nom de spatule à cause de parce son qu'elle a bec un tout plat, bec, ouais, oui, qui c'est filtre vrai. et elle va filtrer les petits crustacés, les petites écrevisses, bêtes qui vont être à sa portée. C'est très apaisant. Oui, Ouais. on les entend, Ah ouais. oui, là, on les entend On bien, ouais. entend, ouais, elles réclament à manger après les parents. Et là, elles sont assez grandes pour se nourrir même. On peut pas imiter, désolé. Non, Pas en non. capacité d'imiter J'en le fais beaucoup des bruits bizarres, mais celui-là, j'arrive pas. C'est très mélodieux. Oui. Alors, c'est comme marrant de vous les pouvez voir, ils sont posés sur leur petit, Ouais. sur leur, C'est ça le soir et l'été. Alors, c'est vrai qu'on est toujours j'oublie qu'on est toujours en été, j'ai l'impression qu'on est déjà en c'est la automne, fin de l'été, mais en c'est fin toujours d'été, mais l'été. l'été, voilà, c'est le miroir d'eau le soir, le ciel est rose et les saules sont remplies de taches blanches comme ça, des aigrettes garzettes, grandes aigrettes. Parce que là, ouais, je reviens, canal Guerlain, je Oui, passe sur le qu'on grand canal du Large là, qui était, tout petit sur notre carte et qui paraît plus important ici. Et au milieu, là, ce qu'on a c'est là, le lac. c'est ce qu'on appelle la roselière boisée. Ce sont des roseaux et des saules. Et non, cette roselière boisée sont tranquilles. La plupart des grands échassiers, des hérons, des spatules nichent dans les saules. Donc, ils sont calmes ici parce qu'il n'y a aucune personne qui vient les déranger. Donc, le soir et le matin, on peut observer ces grappes blanches dans les arbres. C'est juste magnifique. Tiens, les sangliers sont déjà arrivés là. Quoi? Enfin, j'entends que ça marche, donc C'est vrai? ah bah oui. Ça marche et ça nage très bien, un sanglier. Parce que les soirs, on grimpe aux arbres. Ouais, mais alors, enfin, ils sont pas, non Ce serait plus, très rigolo si on vindicatifs. les voyait passer là. On a déjà eu, C'est vrai? un sanglier le matin ici, Trop devant, rigolo. ouais. Bah, si on Un après peut-être jeune qu'ils nous perdu. entendent aussi, donc D'ailleurs, c'est le totem. Oui, le c'est le fameux dernier totem, totem. le dernier totem. Le dernier totem. Il est Passez à la caméra, venez faire votre photo. si on Oh, on va les le voir tout à après l'heure. Audrey elle entend Je tout pense qu'on donc oui et puis, je pense on est très il est très probable de voir chevreuils et sangliers sur le sentier quand on remontera, ah. puisqu'il fera sombre. D'ailleurs, il faut qu'on surveille l'heure. Il est 20h36, 20h36. l'heure du coucher du soleil. Oui, Du voilà, coup, regardez. peut-être qu'on peut C'est revenir l'attaque des vampires, qui sortent tous les moustiques, hein, ça va être Oui. joli. du coup, on peut peut-être revenir justement sur la maison Oui, Guerlain et tu réexpliques un petit peu oui, l'histoire de la voilà. maison? Donc monsieur Enfin le Guerlain, pas la maison, le oui, pavillon de chasse. les pavillons de chasse. Monsieur Guerlain, vieillissant, décide de faire don à l'État, de ses 2 700 hectares de lac, qu'on a devant, sous 3 conditions. Donc c'est un legs, qu'il fait de son vivant. C'est d'en faire une réserve naturelle nationale, ce qu'elle devient en 1980, gérée par la Société nationale de protection de la nature. Et que cette réserve soit interdite, donc à la chasse, excepté pour monsieur et madame Guerlain et 2 invités, fusils supplémentaires jusqu'à leur mort. Monsieur Guerlain décède à la fin des années 90 et donc après ça, il y a plus de chasse du tout, quasiment il y a plus de chasse sur le lac. La deuxième condition, c'est que les pêcheurs professionnels puissent continuer d'exercer, leur métier, donc ce sont les seuls que l'on voit naviguer en plus des gestionnaires sur le lac. Et la troisième condition, Heu, je suis bien attention. Alors là, en direct, je le dis tout le temps, c'est un truc que je répète tout le temps. Donc la réserve, la chasse, donc interdit je suis grave, les pêcheurs, la réserve, je suis grave, j'ai oublié la troisième condition. Le public? Non. Non, Mmh.
Bon, je vais passer parce que ça fait un gros blanc qui est moyen. Ça va te revenir. Ça va me revenir, Vous pouvez effectivement. chercher sinon dans le chat. Oui, Si vous avez. oui, si merci. vous- Aidez-nous là, s'il vous Sinon, plaît. oui, C'est moche de n'hésitez regarder les gens en détresse. n'hésitez pas à regarder sur internet. Peut-être que vous avez la réponse, puisque là, Oui. du coup, Audrey qui répète ça tous les jours. Hein. Tous les jours, eh bien, Elle elle a a deux oublié. trous de mémoire. C'est bien. C'est pas comme si elle revenait de vacances non plus. Donc, voilà, ça devient une belle réserve naturelle hein, en 1980. Une deuxième réserve, donc la réserve naturelle régionale, est créée en 2008. Le pavillon est vendu donc à l'État par Madame Guerlain aussi en 2008. Et là naît le projet Maison du Lac avec le Conservatoire du littoral, le département, la région, la ville de Boye pour savoir ce qu'on va faire. Et déjà un musée sur le lac naît, cette idée de musée sur le lac. Donc la Maison du Lac sort de terre en septembre 2014. Donc voilà pour cette petite histoire. Et donc ce fameux canal Guerlain, c'est monsieur Guerlain qui l'a fait faire par son garde-chasse pendant 2 hivers durant, Il a creusé pendant plus d'1 kilomètre. Bah, il a coupé cette roselière boisée, Ah oui. donc sur 3 mètres de large, puis 6 mètres de large, puis après ça fait effet chasse d'eau. Il fait entre 20 et 30 mètres de large maintenant. Et il donne encore, on peut le voir au bout, sur l'herbier de nénuphar qui est visible donc à Saint-Aignan-les-Grandlieu. Et ça, c'est dans quelle année? Bah, ça, c'était dans les 2 premières années, c'est pas longtemps, hein, que je dise pas de bêtises. Mon collègue connaît par cœur aussi ça. C'est en 1960, je sais plus, 61, 62 ou 62, 63. 2 hivers durant, il a fait ça. Donc c'est pas rien comme activité, très Bah physique. non. Les autres petits canaux sont les pêcheurs, parce qu'il faut imaginer que 6300 hectares de lac à parcourir, c'est pas simple. C'est un vrai labyrinthe parce que toute la végétation qu'on peut voir ici, bah, voilà, c'est difficile de se balader sur le lac et de se retrouver, d'où les petits canaux. D'ailleurs, c'est ce qui en fait un site, très important, pour la faune. C'est ce fait que ce soit un lac de plaine de faible profondeur. Ça permet le développement de toute cette végétation qui peut accueillir, toutes ces espèces animales. C'est-à-dire que là, vous avez devant vous la prairie inondable. Donc comme je disais, l'hiver, c'est recouvert d'eau. Recouvert d'eau, ouais. On voit toujours, les roselières boisées en face. On voit toujours ces arbres. C'est comme un peu une forêt, flottante, on va dire. Après l'herbier flottant, lui, il disparaît, donc il est là de mai à peut-être début septembre et puis après jusqu'à septembre, puis après on le voit plus et ensuite on a les olivres. Alors ça peut être une carpe ça, hein. Une petite carpe qui a sauté Qui là. saute, oui, Qui a ça c'est un très gros plouf, hein, sauté. comme Qui a on dit. fait un gros plouf, ouais. Ouais. Et puis donc on a les eaux libres dépourvues de végétation. D'ailleurs, dans les années 80, on pensait que ça deviendrait, voilà, que ce lac se comblerait, que ce serait plus que des plantes tellement, c'était riche en végétation. Et en fait, avec l'eutrophisation, donc l'apport trop riche en azote et en phosphore par nos usages, nos activités agricoles, agriculture intensive, urbanisation, font que, eh bien, ces nitrates et phosphates ont surtout profité au phytoplancton et aux microalgues, et notamment aux cyanobactéries. Et donc, à chaque fois que le niveau d'eau baisse et que la température monte, c'est ce qu'on appelle les blooms de cyanobactéries. Donc, on voit ces nappes vertes fluo à la surface de l'eau et l'eau, voilà, se troubler. Et ça pose vraiment problème parce que en plus d'asphyxier le milieu, les cyanobactéries produisent des toxines qui sont néfastes pour la vie. Donc, Comme les algues vertes, par exemple. c'est le même principe que les algues vertes pour la Bretagne. Je réponds juste à une question. La question, c'était quelle est la troisième condition qu'a donnée Guerlain quand il a donné à l'État Mmh. le lac, enfin l'espace, en fait, l'espace naturel du lac. C'était ça la troisième question, pour ceux qui veulent chercher sur Internet. Et peut-être que du coup, Audrey nous la donnera quand elle aura retrouvé. Et le soleil est en train de se coucher. Oui, on va peut-être remonter Donc parce qu'on va avoir des remonter à la difficultés. maison. Ouais. Et si vous avez des questions, il faut les poser tout au long de cette petite balade de retour avant que la nuit nous tombe dessus. Oui, merci. Et que les sangliers les sangliers nous attaquent et que les chevreuils. Et en plus, je n'ai même pas pris ma frontale, donc on remontera vraiment. Nous allons. Et mon téléphone ne peut pas mettre la lampe parce qu'il est en train de filmer. Ben voilà, j'ai la lampe de mon téléphone. Mais il y a la lampe là si tu veux. Ah, il y a bah oui, il y a une lampe. Et tu peux l'allumer. Vous me voyez passer très près, mais oui. En gros, c'est.
que ce soit branché, je pense. Bah, c'est branché. Non, mais que ce soit branché ça à ça. Ah, ok. Bon, bah, il n'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, on vous retrouve tout de suite. Je vais éteindre et je mets là. J'arrive tout de suite. Alors. Là, on est de retour. Bon, on n'aura pas vu de l'escalier passer devant la maison. C'est ça qui soit interdit à la chasse en fait. Très bien. Donc, on va terminer la marche. On va peut-être rentrer plus rapidement que ce qu'on a fait à l'aller. Et on clôturera ce live devant la maison, je pense, en espérant qu'il y ait un peu de lumière, parce que je ne sais pas. Je sais pas, on va voir. Ça va être la surprise. Un champignon? Oui, je pense que c'est un champignon. Ça, oui, ça n'a pas l'air très comestible, cette histoire. Moi, je pense que je m'y approcherai pas trop, quoi. Hop là. Mais les sangliers, au moins, il ne faut pas arracher les champignons pas comestibles pour les laisser au sanglier. C'est qu'il pleut un peu, là. C'est ça. Mais en fait, je me rends compte que j'ai dit les 3 conditions. Je les ai bien dites, c'était d'en faire une réserve, que la chasse y soit interdite, excepté pour monsieur, madame Guerlain et 2 invités, et que les pêcheurs puissent continuer d'exercer leur profession. Eh ben, en fait, C'est ça- la fatigue bon. est plus grave que ce que je pensais, en fait. En fait, c'est tellement enregistré que. Mais c'est vrai que là, on sent que c'est bientôt la fin. Et puis, par contre, là, je ne l'ai pas précisé, mais en visite, vous avez donc accès à des jumelles, des longues vues pour observer, évidemment, qui sont mises à disposition du public. Et à cette terrasse, si vous voulez vraiment en profiter, on a des animations spécifiques, des aubes, des crépusculaires, des spéciales ornithos, donc pour ornithologie, pour observation des oiseaux. Également, des soirées dégustation l'été, le vendredi soir, qui sont les soirées du lac. Et l'été, ça va jusqu'à la fin de l'été saison ou la fin du mois d'août? Non, ça va parce que souvent il y a des dégustations avec des vignerons et eux, les vendanges commencent en septembre, Ah oui, donc ça donc va ils peuvent jusqu'à la fin du plus. mois d'août. Voilà. Donc pour C'est déguster parti. des produits locaux en terrasse et observer donc comme ça ces lumières magnifiques. Et du au coup, coucher de maintenant, soleil. vous savez que venir le soir, c'est quand même une très bonne période et que vous aurez l'occasion quand même de voir pas mal d'oiseaux et du coup, même des sangliers. Peut-être des chevreuils, on ne sait pas encore. Oui. Peut-être que nous allons voir des chevreuils sur le retour. Le matin, c'est sûr. À chaque fois au lever du soleil, y compris en hiver, hein, parce que les premiers groupes d'étudiants qui arrivent, quand on part sur le sentier avant 9 h, on voit les chevreuils. Génial. Voilà, peut-être pas. Après, je sais pas parce que là, ça commence, la nuit vraiment commence à bien tomber. On va bien marcher plus vite là. Je sais pas. Pour finir, ça va aller. Sur nos meilleurs profils. Le meilleur profil de dos. De nouveau. Ce sera la conclusion de cette émission. Nous avons quand même vu pas mal de choses. Hein. Ça fait. Mais bon, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde avec nous. Je sais qu'il est bientôt 21 h. C'est l'heure d'aller se coucher finalement. Oui, finalement. Nous aussi, on va se coucher. Nous aussi, nous allons nous coucher. Mais voilà, si vous avez des petites questions avant qu'on se quitte, n'hésitez pas. Si vous voulez revoir, voilà, si vous voulez qu'on vous remette dans le chat des infos, notamment sur le lac de Grandlieu, n'hésitez pas non plus. Bon, après, nous, on peut retrouver, on a toujours des questions, hein, s'il faut, hein, ouais, y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que là, on a vu pas mal de choses. Et moi aussi, j'ai une question. En fait, j'ai vu sur le site qu'il y avait 270 des espèces d'oiseaux, mais là, à l'intérieur, dans l'exposition, c'était dit plus de 300 espèces. Oui, 270, c'est la valeur qui traîne depuis l'ouverture de la Maison du Lac. Mais depuis, il y a des mises à jour. Hein. Vous pouvez tout à fait lire toutes ces informations
sur les rapports, sur les suivis ornithologiques, donc sur le comptage des oiseaux fait par la réserve sur le site de la SNPN, et également sur le rapport de gestion qui est disponible aussi sur le site de la SNPN. Donc il y a plus de 300 espèces qui sont comptées sur le lac et qui se répartissent évidemment tout au long de l'année. Et du coup, en fait, je ne sais pas si on en a parlé un peu en détail, mais donc il y a des scientifiques qui viennent régulièrement sur le lac, qui font des prélèvements, qui font des observations, enfin voilà. Vous travaillez avec des scientifiques du coin, ou est-ce que c'est aussi d'un peu partout, ou au niveau national ou même international, qui viennent travailler sur la Toutes les réserve? informations scientifiques que nous possédons, ce sont celles des 2 réserves et surtout de la réserve naturelle nationale via la SNPN, donc qui est un conseil scientifique et parmi lesquels évidemment des chercheurs d'un peu partout selon leur spécialité. Évidemment, il y en a qui viennent de Nantes ou de Rennes, mais certains viennent aussi d'Alsace, du Nord, du Sud, de Montpellier, etc. Donc, selon leur spécialité, que ce soit hydrologie, sédimentologie, sur le phytoplancton, sur la botanique, sur les oiseaux, pour essayer d'avoir un maximum d'informations de suivi et surtout pour aider à mettre en place des mesures de gestion efficaces sur le lac pour préserver la faune et la flore. Donc, et puis également des associations naturalistes qui participent aux inventaires et au comptage sur la réserve, au suivi, par exemple, alors c'est précis, de certaines catégories d'insectes comme les hyménoptères. C'est comme ça que en 2021, le Grécia a découvert dans les roselières une espèce très très rare de petites guêpes hyménoptères qui vit dans les roselières, qui n'a même pas été recensée en France, parce qu'elle est tellement discrète. Il y avait 2 ou 3 autres pays en Europe qui l'avaient remarquée, et là on l'a retrouvée dans les roselières de Grandlieu. Génial. Donc effectivement, la plus grande difficulté sur le lac, que ce soit pour les médiateurs scientifiques comme nous ici, pour parler au public, aux différents publics, ou pour les gestionnaires de la réserve, c'est d'avoir l'accès à la donnée scientifique et que des chercheurs puissent venir travailler sur le lac pour répondre aux questions qu'on se pose. Parce qu'évidemment, il y a tellement d'espèces, il y a même des groupes où on ne sait rien sur eux ou très peu de choses. Vous devez devoir avoir une mémorisation de toutes ces espèces, c'est impressionnant. Oui, c'est pour ça que souvent, pour la réserve, on fait appel à d'autres, le groupe, le Grécia, des fois le groupe mammalogique breton, ou pour les chiroptères ou des choses comme ça qui ont été faites, parce que c'est pareil, il y a une étude chiroptère qui a été faite en même temps que pour le recensement des hyménoptères, et c'est qu'on a découvert qu'on avait toutes les espèces de Loire-Atlantique qui venaient fréquenter le lac et en grand nombre pour se nourrir, pour chasser. Donc c'est des choses que les gestionnaires et du coup nous, par la même occasion, avons découvert grâce à ce suivi chiroptère, donc chiroptère pour les chauves-souris. Et oui, on a plein de choses encore à découvrir parce qu'on ne les a pas encore étudiées. Et puis il y a un fort biais, parce que nous qui travaillons en médiation, des fois on n'a pas les informations sur des espèces communes. Souvent, ce qui est répertorié, communiqué dans les plans de gestion ou dans les réserves, ce sont les espèces patrimoniales, rares, protégées. Et des fois, nous, pour juste de l'enseignement ou communiquer ou former des gens à l'écologie, on a besoin d'informations sur les espèces communes, pour certaines qui commencent déjà à pâtir et plus de beaucoup de problématiques environnementales, et qui commencent elles aussi à ne plus être si communes que ça. Oui, comme on a pu le voir notamment chez les oiseaux. Chez les oiseaux, oui. Après, en général, finalement, même parce que bon, il y a quand tu parles d'espèces communes, tu parles aussi de celles qu'on peut croiser, nous. Oui. On parlait des hérissons tout à l'heure. Oui, voilà. Qui sont du coup mises en danger aussi par les bouleversements de leur environnement. Oui. Mais oui, c'est vrai que la disparition de leur habitat, disparition de la ressource alimentaire, la pollution, problématique, interaction avec des espèces exotiques. Enfin voilà, tout ça, ça apporte. Dans les retours, j'imagine qu'à la fin des médiations que vous faites, vous avez des retours des gens qui viennent ici. Est-ce que à la fin ils viennent vous dire,
finalement, est-ce qu'il y a des gens qui reviennent? Comment est-ce que les gens vivent en fait cette expérience ici au lac? Quel retour vous avez en fait sur ce On a beaucoup de retours positifs. j'imagine? On le voit, on le voit dans le livre d'or, les petits messages Ah d'amour oui. qu'on laisse, ça nous fait toujours plaisir, hein, même si ça paraît un peu vieillot, le livre d'or. Non, Mais c'est sinon, chouette. on a évidemment des questionnaires de satisfaction, notamment en ligne, à chaque fois qu'on a un groupe scolaire qui passe, Mmh. des professionnels qui viennent en séminaire, et de tous les groupes qui viennent pour savoir si ça a été, pas été, ce qu'ils auraient aimé ou pas, voilà. Mmh. Et globalement, on a de très, très, très bons, enfin voilà, au-dessus de 95 de satisfaction. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais notre difficulté aujourd'hui, c'est surtout, et notre challenge, c'est de sensibiliser les gens qui ne le sont pas. Parce que souvent, les Mmh. personnes qui viennent ici sont déjà sensibles et sont déjà un peu des amoureux de la nature. Mmh. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est vraiment, sensibiliser, les personnes à la préservation de ces milieux humides qui sont quand même notre ressource en eau. Et Oui, au-delà de l'environnement, ça fait partie, et on des voit bien, problématiques de santé publique. Donc, c'est aujourd'hui important de s'y l'importance des intéresser. ressources en eau. Là, cette année, c'est vrai que bon, nous, en tout cas, on parle de la France qui a quand même vécu une année, très pluvieuse. Mais si on regarde au niveau international, on a encore atteint des pics, Mmh. de chaleur, qui ont explosé. Oui, ça a été l'année la plus chaude. La La Méditerranée, sécheresse, c'est on catastrophique. parle d'incendies marins, les Il y gens a ne savent encore pas ce des que incendies c'est. en Grèce, et cetera. Donc, Mmh. là, si cette année, nous, on s'en sort pas trop mal, qui Enfin, les Pyrénées-Orientales, enfin, si certains nous écoutent, je sais pas si certains nous écoutent, des jusque-là dans le sud, Pyrénées-Orientales, oui, mais ça fait des années, en fait, que mais c'est c'est une compliqué. sécheresse, Oui, continue, les en fait. villages n'ont pas d'eau, ils ont des restrictions d'eau, Ils sont obligés terribles, d'amener ça en camion-citerne. oui, exactement. Oui, oui, bien sûr. En fait, Mmh. c'est-à-dire que la Loire-Atlantique, enfin, les pays de la Loire en général, on s'en est pas trop mal sortis cette Oui, année. c'est ça. Mmh. On a eu des enfin voilà, on a quand même Mmh. des grosses crues qui ne s'arrêtaient pas. Mais c'est vrai que voilà, on se rend bien compte quand même que la ressource en eau est, aujourd'hui cruciale, et il faut Mmh. préserver ces espaces-là. Malgré tout, cette quantité d'eau a posé problème pour pas mal d'agriculteurs. Oui, tout à fait. Par rapport aux productions, Aux aux maladies. maraîchers, aux maladies. Même nous, là, sur les prairies inondables, elles ont été, en eau, plus longtemps que prévu, mais ça a eu des conséquences aussi sur la Mmh. végétation, qui était sur place. Les espèces aussi, les oiseaux, il y a certains oiseaux, voilà, qu'on voit quand on voit les vasières apparaître, qu'on n'a pas vu apparaître tout de suite. Malgré tout, ce niveau d'eau, élevé n'a pas plu à tout le Tout le monde, ou monde, n'a non. pas aidé, toutes les activités, ça c'est sûr. Non, et puis, après j'ai l'impression que cette continuité d'inondation, c'est pas forcément bon non plus pour les sols, parce qu'il faut quand même Puis c'est oui, c'est ils absorbent beaucoup pas d'eau, vraiment, en fait. en beaucoup, beaucoup d'eau, oui, au bout d'un moment, en très peu de temps. Et là, c'est là qu'on voit que l'artificialisation des sols fait que, au bout d'un moment, on ne pouvait plus, stocker cette eau, c'est dommage, Mmh. et ou la filtrer, parce que là, toute cette eau, qui a dévalé, ruisselé, a amené son lot, quand même, de polluants encore, puisque cette année, même s'il faisait pas spécialement chaud, on a vu des cyanobactéries apparaître, alors qu'il faisait pas chaud spécialement, mais Mmh. ça voulait dire que en quantité de nitrates et phosphates, probablement, on a eu de gros apports suite à ces inondations très fortes, printanières. Oui, on l'a évoqué tout à Mmh. l'heure, ces apports-là sont notamment dus à l'agriculture et aux Alors, les produits. apports, oui, mais le fait que l'eau ruisselle vient de De l'artificialisation des sols, le l'artificialisation fait des sols. que Mais ça, l'eau c'est ne un s'infiltre pas, n'est pas épurée par les plantes. Parce que même une simple pelouse est plus efficace, que du bitume oui, évidemment, bon, ou un sol nu pour, pour filtrer l'eau malheureusement, et dépolluer l'eau. on n'est pas encore prêt à péter le béton pour, Bah, ça fait partie, hein, on a cette démarche du zéro artificialisation nette qui contraint beaucoup les communes, mais par exemple désartificialiser, les cours de récréation, ouais. certains parkings, voilà, certains trottoirs, revenir ne serait-ce que pour, remettre des îlots de fraîcheur, parce que tout ça, c'est Mmh. des zones, des points chauds très forts en période de canicule, Ouais. en plus d'être des zones de ruissellement en période de précipitations intenses. Donc tout ça, c'est des adaptations qu'il faut mettre rapidement en place, pour, préserver nos ressources. Je regarde si on a des questions avant de
Là, je pense que plus personne ne va nous voir dans peu de temps là parce que vu dans On quoi on voit plus. s'engage, C'est très noir, oui, on voit. je sens que là, en fait, vous devez pas nous voir beaucoup. Et puis, ils vous sont devez tous nous- endormis. Finalement, là, l'artificialisation des sols, Le ruissellement, c'était pas terrible. Hein. C'était mieux les spatules. mais on voit que c'est voilà. Je sais bien que vous nous voyez pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. On est bientôt arrivé. Il nous reste encore quelques mètres, D'accord. Mais C'est vrai, c'est vrai. On est aussi plus belle quand on nous voit pas. Ça fait plaisir. Après un nous peu avoir de vu dos. de dos, maintenant vous ne nous verrez plus. Et voilà, c'est terminé. De toute façon, vous nous avez pas beaucoup vu finalement. Hein. On se rigole. En tout cas, bon, ce que je disais, c'est que les données scientifiques, c'est un travail collectif, c'est un travail qu'on fait, qu'on a aussi un partenariat et voilà, on travaille avec d'autres associations naturalistes qui peuvent venir ici. On travaille avec les acteurs du lac qui nous donnent des informations, des bonnes relations les uns avec les autres. Et puis, participation aussi des différents acteurs aux activités comme les soirées Cheese, Beers and Birds, Nice. où on a la ferme de Grandlieu qui fait dégustation de fromage ici. Donc, c'est vraiment très intéressant de partager les savoirs. Et puis, bien sûr, je ne suis pas toute seule ici. On est une équipe dynamique et passionnée qui travaille pour vous accueillir au mieux à la maison du lac de Grandlieu. Vous êtes combien de médiateurs et médiatrices du coup? À chaque fois, j'ai envie de dire 6, mais en fait, ça dépend avec les saisonniers qui sont là. Donc là, on a eu 2 à 3 personnes pendant la saison, la haute saison, mais sinon, donc Sophie, Morgane, Olivier et moi, nous sommes là pour vous accueillir, mais aussi on a notre chargée d'accueil, Anne-Flore, Marion, notre chargée de communication, Olivier, Olivier qui est le directeur de la Maison du Lac, évidemment, que je n'oublie pas. Et puis Patrice, qui sans lui ne pourrait pas vous accueillir dans de bonnes conditions, puisqu'il est chargé de l'entretien du site aussi. Donc heureusement qu'il est là. T'as oublié personne? Voilà, sinon je vais me faire non, pardon. Non, mais tu peux. Ils vont me jeter des pierres. J'aime beaucoup mes collègues, faut pas que j'oublie. Et sinon, bah voilà, là en ce moment. Et puis des étudiants qui sont là. Ben oui, nos étudiants, on n'oublie pas Hugo et Manéa qui viennent le week-end pour donner un coup de main, qui sont passionnés aussi et qui font leurs études dans ce domaine-là. Et il y a donc Mélina, Chloé, et puis bon, Nina qui vient juste de finir, mais qui venait en renfort voilà, pendant la haute saison. Et bah, ça fait une bien belle équipe. Oui. En tout cas, qui du coup vous accueillera, j'imagine, de toute façon, évidemment, avec grand plaisir. Donc voilà. Et c'est ouvert du coup toute l'année. On est d'accord. Quasiment. Sauf. C'est pour le grand public qu'ils ont un mois ou enfin de décembre, mi-décembre jusqu'à début février où le grand public n'est pas accueilli, mais nous on accueille encore des scolaires, des séminaires, voilà, sur cette période-là. Eh bien, nous sommes arrivés à la maison. Nous, proche de la lumière pour qu'on vous voit. tout à fait. Je sais pas si on nous voit beaucoup, mais pour la conclusion, on va se mettre près de la lumière. De toute façon, faudra bien qu'on rentre. Ça s'allume. Ça s'allume. Avec une lumière du dessus comme ça, on ne fait pas C'est peur super. du tout. C'est vraiment pareil, meilleur profil. Et bah, en tout cas, bah, merci beaucoup Audrey pour la visite. C'était super intéressant, super toujours de qualité évidemment. Merci à vous. Et c'était finalement, nous avons réussi, tout a bien fonctionné et ça, nous en sommes ravis. Oui. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont regardés ce soir, qui nous ont regardés jusqu'au bout, qui sont restés jusqu'au bout. Oui, vous, on vous aime, les autres, non. Hein. En tout cas, on espère que ça vous a... Oui, mais attends, laisse-moi terminer. Attends, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, l'émission sera disponible en replay pendant 7 jours sur Twitch et sur notre chaîne YouTube pendant une chauve-souris. Une chauve-souris, il a eu l'autre, oui, qu'on entend. Et la... Et donc, qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, on vous repassera peut-être les meilleurs moments. On vous fera des petites vidéos, des petits best-of. On verra à l'occasion. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous suivre. Merci du soutien. Et puis,
à bientôt pour la prochaine émission qui doit être dans 2 semaines, je crois. Faut regarder le calendrier, je ne l'ai pas en tête. Merci. À toi, Pauline, de couper le live.